merci beaucoup de m'accorder cette interview. Comme je t'ai expliqué un petit peu, je fais des interviews sur les personnes qui ont l'habitude ou qui ont l'occasion de parler de façon fréquente devant le public. Pour toi, tu es professeur de français, donc tu agis devant une classe, et puis tu es aussi musicienne, guitariste, et tu as eu l'occasion justement de jouer devant 80 000 personnes. C'est cool, hein? C'est cool, hein? Ouais, c'est agréable. Oui. Donc, du coup, vous pouvez toucher. Est-ce que tu peux tout simplement te présenter tel que tu es, tout ce que tu as fait par rapport justement un petit peu à la prise de parole en public? Oui, comme tu le disais, entre autres, moi, comme tu le sais, je suis enseignante de français au secondaire. Donc, effectivement, ça fait plus de 20 ans que je fais ça. 27. Puis, aujourd'hui, c'est ça, comme tu le sais aussi, il va m'arriver si je fais des petits spectacles, je ne fais pas toujours du 80 000 personnes. J'ai fait souvent des spectacles aussi dans des petits bars, ici dans Québec, Saguenay, Beauce, Lévis, etc. Puis, c'est sûr qu'entre les chansons, c'est le fun de pouvoir dire un petit quelque chose. Ça n'a pas toujours été fluide pour moi de savoir qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qui va avoir de l'impact, puis aussi comment le dire. C'est court, hein, c'est des petites interventions vraiment spontanées, il ne faut pas que ça prenne toute la place. Si c'est un public qui venait nous voir parce qu'il achète des billets, puis on est hyper connu, si j'étais Ariane Moffat, je me préparerais encore plus. Mais là, les gens ne viennent pas pour entendre mes histoires, ils ne viennent pas pour entendre ma vie, mais ils viennent pour entendre passer un bon moment, puis qu'il y ait de la musique. Tu parlais justement d'avoir fait un spectacle de 80 000 personnes. Ouais. C'était à quelle occasion? Ça, c'était une manifestation syndicale des enseignants, c'était en 2006. On était sur les plaines, puis c'était mon band qui avait été engagé, ou on s'était offert, ou je ne sais plus, en tout cas, les gens du syndicat, ils savaient qu'on faisait de la musique, puis comme ça avait lieu ici à Québec, ils ont fait appel à nous. C'était un beau privilège. Et on était donc, je pense qu'on était 6, 7 musiciens, je ne sais plus. Puis, c'était impressionnant, 80 000 personnes. C'est sûr que les 80 000 personnes, c'était pas comme au festival d'été, ils sont tous assis avec le petit point qui scintille, puis qu'on sait qu'ils sont venus pour nous. Non, ils ne sont pas nécessairement venus pour nous. Mais on avait quand même cette responsabilité-là de faire de la musique. J'ai été animatrice déjà aussi dans une paroisse, animatrice de pastorale. D'accord, ok. Ouais. Et ça, c'est un autre domaine complètement, un autre volet complètement. Mais dans le travail que j'avais à faire, j'avais à animer des groupes d'adultes. Okay. Entre autres, il y avait des groupes d'enfants, mais aussi des groupes d'adultes dans des réunions de soir. Et j'ai eu même à faire des homélies. Ouais, j'avais un mandat de l'évêque de mon diocèse pour pouvoir faire des homélies. Et donc, je prêchais une fois par mois. Ouais. J'ai animé aussi le chant dans les églises, dans des mariages, des funérailles, des messes dominicales. Et ça, moi, je ne pouvais pas imaginer que je me présentais là devant, quand la messe commençait, il y avait l'organiste qui jouait, puis bien aimé des années avant, c'était avec ma guitare, puis un groupe d'ados. Comment est-ce que tu fais quand tu dois te préparer justement à intervenir en public? Quelles sont les phases, quels sont les outils que tu utilises pour justement commencer à préparer cette prise de parole en public? Comme la plupart du temps, j'ai un support, comme soit la musique, ou soit le cours que je vais donner. S'il s'agit d'un spectacle que je vais faire, je commence par choisir les pièces que je vais chanter. Et à la suite de ça, voyant l'enchaînement, ce qu'on appelle le set list, comment on va, dans quel ordre on va faire les chansons, qu'est-ce qui va être plus approprié pour créer un momentum plus calme, plus ça, je me fie aux paroles qui sont dans ces chansons-là pour savoir qu'est-ce que je vais dire, comment je vais amener ça. Qu'est-ce que je vais dire quand je vais ouvrir le spectacle? Est-ce que je vais ouvrir tout simplement sans aucune parole puis parler après la première chanson? Et ça, souvent, je me prépare un plan A puis un plan B. Et ce qui va me dire de parler avant ou parler après la première pièce, c'est dès que je suis sur la scène, dès que j'ai le contact avec le public. Là, je vois dans quel mood ils sont, puis ça me donne tout de suite, moi aussi, un mood que je vais préférer, puis que je vais donc choisir en fonction de ça, si je parle tout de suite ou si je parle après la première pièce. Si c'est un cours, sinon, évidemment, ça demande un autre type de préparation. Je vais y aller en fonction de ce que j'ai à enseigner et toujours d'être soucieuse de la façon avec laquelle je vais ouvrir la période. Et ça ne commence pas une fois que la cloche est sonnée puis qu'on ferme la porte.
c'est commencer bien avant. C'est commencer, moi je suis dans le local avant que les élèves arrivent. J'aime ça les accueillir. J'aime prendre le pouls des élèves. Il y a des journées où ils arrivent dans un état plus calme, des fois dans un état où ils sont un peu plus survoltés. Bon. Alors, et souvent aussi, je vais changer stratégiquement. Je vais me placer soit au milieu de la classe ou devant, des fois dans la porte d'entrée qui est ouverte, qui donne sur le corridor. Les élèves entrent, j'ai le temps de les saluer, j'ai le temps de leur dire un petit mot. Ce sont des élèves que je connais. Si c'est pour casser, c'est passer la classe en début d'année, mais là, des fois c'est autre chose. Ce sont des élèves que souvent j'ai pratiquement jamais côtoyés. Là, c'est pour les accueillir. C'est ça. Donc, je crée le rapport. On est familier avec ça, nous, en PNL, on appelle ça comme ça, créer le rapport. Bien, ça commence comme ça pour moi, c'est important. Est-ce que tu te prépares encore différemment avant justement d'intervenir en public? Différemment, dans d'autres circonstances, tu veux savoir? Oui, là, ben, si par exemple... Tu vas commencer des formations de oui, PNL, oui. Et ça, c'est une formation que tu ne connais pas. Non. Tu vas l'apprendre au fil du temps, mais oui. tu vas intervenir justement devant des personnes où la matière est un petit peu neuve pour elles et puis oui. encore un petit peu fraîche pour toi. Oui. Comment est-ce que tu vas aborder ça pour justement préparer tout ça? Évidemment, pour moi, ça va être important de bien posséder le contenu, de bien posséder la matière. Quand je sais de quoi je vais parler, le sentiment de sécurité, il est là, il est fort, il est très présent. Puis ça me dirait que ça se passe là, hein, ça se passe là aussi. Puis je pense que Minette est d'accord. Et une fois que je sais exactement ce dont j'ai à parler, il n'y a pas de stress qui m'habite. Mais moi, il faut dire que je ne vis pas ça. Le stress de prendre la parole en public. C'est peut-être parce que ces outils-là, ou ces stratégies-là, je me les ai données très tôt, je les ai ressenties très tôt. J'ai eu, comme je te le nommais précédemment, j'ai eu une confirmation de cette facilité que j'avais à prendre la parole dès l'âge de 8 ans, en deuxième année primaire. C'était un beau cadeau qu'on m'a offert. Puis à la suite de ça, ben, j'ai toujours continué de me faire confiance. Quand je ne sais pas ce que je vais dire, si je ne suis pas certaine de maîtriser le contenu informatif que j'ai à livrer, oh, ça c'est autre chose. Parce que c'est plus dangereux, c'est beaucoup plus insécurisant. Si je peux avoir la crainte que quelqu'un va me poser une question et que je serai très embêtée par la réponse que je pourrais donner, c'est toujours facile de dire, ben écoute, je ne le sais pas, je vais aller m'informer puis je te reviens là-dessus. Ça se fait aussi, ça m'arrive des fois, je ne sais pas tout. Mais si je sais que c'est parce que moi je me suis mal préparée puis qu'on arrive avec une question à laquelle je répondrais ça, je sentirais qu'il y a quelque chose qui me glisse entre les doigts. Ça, j'aime pas ce sentiment-là. Parce que je me dis que quelqu'un qui... Si moi, je sais que je ne suis pas préparée, ça va se refléter et les gens vont le sentir aussi. Donc, ça joue sur la crédibilité que je vais avoir. Puis ça, j'aime pas. Et j'aime aussi, quand je reçois un contenu de la part d'autres personnes, sentir que la personne, elle est crédible, qu'elle est solide. Alors, j'exige évidemment la même chose de moi. Tu te prépares beaucoup à l'avance, sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Oui, ça, je vais me préparer beaucoup à l'avance, mais pas des semaines à l'avance. Ben, ça dépend. C'est sûr que là, ça va être un contenu que je ne connais pas. Enseigner la PNL, ben, que je connais pour l'avoir reçu, mais pas pour l'avoir donné. Alors, c'est certain que, oui, je vais revisiter mes notes. Je vais me préparer aussi à voix haute. À la maison, je fais ça. Okay. Si c'est quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, ce que je dis même à mes étudiants, à mes élèves au secondaire, quand ils ont une communication orale à faire, un discours qui doit être dit à voix haute, pratiquez-le à voix haute. Vous allez mieux maîtriser les mots. Ça va déjà être placé dans votre bouche. Vous allez savoir exactement quel geste accompagne ça. Et à force de pratiquer les gestes qui vont avec, ou si on a un PowerPoint qui appuie ce qu'on a à dire, là on a des repères visuels aussi. On va savoir, oh oui, exactement quand je dis ça, je change ma diapo, ou il y a ceci qui apparaît dessus. Et là, on a des repères auditifs parce qu'on s'est entendu le dire quand on l'a pratiqué. On a des repères visuels, c'est kinesthésique aussi, parce qu'on sait qu'on va aller appuyer pour changer la diapo. Il y a un rythme qui est dans ça. Alors ça vaut vraiment le coup de pratiquer à voix haute. C'est très facilitant. Et on va savoir avec quelle intonation nous dire, est-ce qu'on est en train de parler trop vite,
Est-ce qu'on est en train d'insister sur un mot qui n'est pas nécessaire, mais qu'on devrait insister sur un autre qui est beaucoup plus essentiel, qui va avoir un impact où les gens vont comprendre encore mieux parce que ça va être plus efficace? On peut s'enregistrer. Autre chose que j'aime utiliser quand je me prépare, il y a la préparation de longue haleine, ou à moyen terme. Il y a la préparation de toute dernière minute, celle des derniers instants. Juste avant d'intervenir? Ouais. Ok. Et vas-y, aborde le sujet, ça, parce que de toute façon, c'est l'étape suivante. Écoute, ça c'est vraiment spécial, parce que autant je peux me préparer en pensant, ok, j'essaie d'imaginer les gens qui seront là, qui sera ma clientèle. Si je sais que ce sont des élèves du secondaire, je sais déjà le groupe d'âge. Mais quand mettons, ce sont des petits spectacles, bon, dans les restos, je sais déjà que la moyenne d'âge, ça va être autour de 35, 40, 45 ans peut-être. La plupart du temps, c'est ça. Si c'était dans les églises, la moyenne d'âge est plus élevée aussi. Alors c'est sûr que je vais adapter ma façon de m'exprimer à eux tout en restant ce que je suis, parce que d'ailleurs, je sais que les gens apprécient ce que je suis. Je vais m'adapter, mais en même temps, vu que j'essaie d'imaginer qui sera là, puis à force de fréquenter toujours les mêmes lieux, de faire les mêmes spectacles, d'avoir toujours les mêmes élèves, je sais qui va être là, comment ils sont réceptifs à telle ou telle chose. Alors j'ai beau essayer de prévoir comment ça va se passer, mais le moment où là, je monte, soit sur la scène, ou que je prends place devant la classe, que je m'installe au micro, c'est là que je sais exactement comment je vais le dire. Je peux m'être préparé plan A, plan B, plan C. Beaucoup d'éléments sont dans mon esprit, j'écris pas. Donc, dans mes préparations de dernière minute à l'heure actuelle, c'est quand je vois les gens devant moi. C'est là que je sais exactement. C'est en les voyant, en les ressentant, c'est comme ce qu'on appelle prendre le pouls, là, et je prends le mien en même temps et je sais. C'est comme si, soudainement, je suis connectée à eux, je suis connectée à moi en même temps, et c'est là que ça se passe. Et comment tu fais ça justement pour te connecter à toi et puis à eux quand ils arrivent et puis que limite c'est la première fois que tu les vois? Comment tu fais ça? Je prends le temps de les regarder. Je prends le temps déjà de ressentir, ok, qui... Tu sais, quand je les regarde, ça me permet de voir qui est souriant, qui a l'air plus rébarbatif à être là aujourd'hui. Il tente peut-être pas, là. 1er septembre, il tente pas toujours à tous les élèves d'être là. Puis, je vais chercher les personnes avec qui je peux avoir... c'est ceux qui ont tendance à faire ça. Hein. Donc, les élèves qui nous regardent, qui sourient. Ceux qui ont l'air réceptifs. Donc, c'est ceux-là que je vais aller cibler en premier. Puis, après ça, je vais étendre mon regard aussi, évidemment, sur les autres, ceux qui sont un peu moins réceptifs aussi, pour qu'ils se sentent inclus là-dedans. Si je réussis à aller les capter comme ça aussi, ça va bien. Okay? Alors, je ne sais pas comment je me connecte. On dirait que ça se fait naturellement. C'est dans le contact visuel. Et c'est pas, on entend souvent, regardez au-dessus des têtes des gens, le mur au fond. Faites pas ça, ça paraît. C'est pas bon. Mais regardez les gens. Si on est très timide, on les regarde peut-être pas nécessairement dans les yeux. Puis si on a un groupe d'élèves devant nous, puis c'est avec la lumière du jour, c'est pas avec des lumières fermées, il ne faut pas non plus faire exprès pour fixer un seul élève qu'on va regarder comme ça, on va l'intimider. Puis nous aussi, à un moment donné, on va finir par s'intimider pour avoir le fou rire, etc. On va être distrait, on va être complètement déconcentré. Mais avoir ce premier contact visuel-là, balayer du regard l'ensemble des gens qui y sont. Puis dans les premiers mots, ben, peut-être évidemment une salutation, puis comment ça va aujourd'hui? Puis je suis contente que vous soyez là. Puis j'imagine que ça ne vous tentait peut-être pas nécessairement si c'est un groupe d'élèves qui entre, quand on vient du congé des fêtes, puis on en aurait pris une autre journée de congé, hein? Ça aurait été agréable. Moi aussi, aujourd'hui, j'aurais dit, je pense que j'aurais aimé rester chez moi. Mais j'ai pensé à vous. Puis je me disais, mon groupe 06, tellement sweet. Fait que je suis contente d'être avec vous ce matin. Mais déjà là, ça crée quelque chose, ça. Parce qu'en plus, ils ressentent, évidemment, si c'est sincère, c'est sûr que si c'est pas sincère, on ne s'enligne pas pour dire un truc du genre. Mais même si des fois, on avait peut-être un léger doute, qu'on se dit, ben, le groupe, c'est ça.
Ouais, mais il y a Alexandre qui est vraiment tannant. Peut-être qu'on peut aller le chercher, on ne sait pas. Alexandre qui va entendre que l'enseignant qui dit, ben, je suis tellement contente de vous voir, vous autres, groupe 6. Vous savez, je suis bien quand je suis avec vous. Puis Alexandre va peut-être dire, ouais, même moi. Ben oui, même toi. Parce que ce que tu m'apportes, là, même des fois, je suis obligée de te ramener à l'ordre, mais il reste que j'aime ça, moi, ton énergie, c'est drôle, j'aime ton humour. Ah, ben on va peut-être le rassurer dans ça aussi, parce que les élèves, des fois, ils disent, la prof, elle m'aime pas. Ça défait tout à clé. Ben là, j'ai débordé un petit peu cette question-là, hein, parce qu'il y a tellement... Mettre en confiance, en fait, les personnes qui sont devant toi, je trouve que c'est une bonne approche, et puis différentes façons de le faire, donc non, c'est... Oui. C'est très bien. Ouais. Je vais juste revenir, parce que là, on a sauté directement, paf, t'es déjà devant tout le monde. Mais oui. Juste quelques instants avant, justement, tu commençais à parler de ça, là. Les gens ne sont pas encore rentrés, ou toi, tu n'es pas encore rentré en scène. Est-ce que tu as un moment de stress, quand même, qui monte, et comment est-ce que tu gères ça? Ok, parfait, super. C'est comme tout le monde. Ouf. Oui, je suis normale. Je suis un instant de doute. Comment tu gères ça, Fé? Ben, ça c'est, normalement, là, ça c'est l'heure où je replie toutes mes ailes, j'essaie de les faire rentrer dans ce mot-là. Non, c'est pas vrai. Ben, il y a quelque chose qui se passe, hein. Il y a cette espèce de fébrilité. Ça picote dans mon corps, ça s'active. J'ai l'impression que le sang circule vite là, dans mon corps. Mais je n'ai plus ce que j'avais auparavant, l'espèce de trémolo ici dans la voix. Là. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, les premières fois où j'ai chanté en public, où j'ai parlé en public. Et, ouf, ouais. Puis les jambes aussi, je le sentais, les jambes étaient plus molles et tout. Puis à la suite de ça, ça s'est calmé, mais je ne me rappelle plus comment. C'est peut-être à force de le faire, puis de me préparer des scénarios dans ma tête, qu'est-ce que je vais dire, comment je vais faire ça, de tâcher de visualiser les gens. Alors maintenant, avant de rentrer sur scène, par exemple, je les imagine, ou des fois je les entends de l'autre côté du rideau. Puis je trouve ça bien le fun de savoir qu'il y a des gens qui sont là, et qui sont venus entendre ce que nous, comme musiciens et chanteurs, on a à offrir. Puis ça me dynamise. Puis en même temps, il y a plusieurs choses, hein, ça se passe vraiment, là, tu sais, ça bombarde, hein, ça se bombarde dans l'esprit. Il y a le fait d'être contente, d'être heureuse d'être là, de se sentir fébrile. Puis là, soudainement, il y a un blackout dans mon esprit. Je ne sais même plus par quelle chanson je commence. Je ne sais même plus quels sont les premiers mots de cette chanson-là. Ça commence. C'est quoi les mots? Mais dis-le pas. Non. Et là, ça me stresse. J'entre sur la scène. Les premiers accords arrivent. Puis curieusement, ça se place. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement répété, la bouche le sait, le cerveau le sait, mais on dirait que tout le corps le sait. Ça ne peut pas être autrement. Je ne pourrais pas commencer par un deuxième couplet, par exemple. On dirait que c'est là. Et c'est la même chose, si j'ai exercé, je me suis fait un plan A, plan B, plan C, plan D, pourquoi pas, parce que souvent j'en prépare plus que deux. Comment je vais dire les choses, qu'est-ce que je vais dire? Ben, je l'ai tellement exercé à voix haute aussi que spontanément, c'est la bonne affaire. Mais ça ne sera pas nécessairement comme je l'ai pensé non plus, même si j'ai fait ça, mettons que je me suis fait 4 choix. Ça va peut-être être un merge, les 4 choix finalement, où j'avais jamais pensé de dire ça comme ça, regarde, ça s'est placé de même, puis c'était correct. Ou des fois, ça va faire, ouais, j'espère que c'était pas enregistré ça. Ça arrive des fois que... Tu te laisses aller en fait, oui. Tu as préparé des scénarios et puis tu as quand même une certaine improvisation et puis tu rebondis sur l'ambiance, sur la façon de... Exactement. Et puis là, tu parles, il y a des moments où j'espère que c'est pas enregistré. Comment tu gères ça? Ben, avec humour. Avec humour? Avec humour. Et des fois, je vais dire aux gens, je sais pas, mais est-ce que... Ben, on va faire rewind, play. Okay. Ouais. Ou des fois, je vais dire, bon, un instant, des fois, ça va arriver, c'est tous les mots qui veulent sortir en même temps, puis là, ça sort tout croche. Là. Alors, ça m'est déjà arrivé de dire... un seul mot à la fois, on sort le 38, on sort le numéro 38, le mot 38, là, bon. On regarde beaucoup d'humour. Ouais, beaucoup d'humour parce que je ne réussis pas toutes non plus.
fois bien préparé, ça va arriver que... Comment tu... parce qu'il y a des personnes, quand ils sont devant toi, comme tu disais, l'élève là qui est passionné, etc., et puis l'autre qui en a rien à faire, qui limite griffonne sur son truc, comment tu gères l'intérêt que te portent les gens, ou le semblant d'intérêt qu'ils te portent, ou alors l'absence d'intérêt? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Dans un contexte scolaire, c'est plus facile parce que comme j'ai un rôle qui me permet d'exercer une certaine autorité, je peux rappeler à l'ordre un élève qui a une posture, par exemple, où il va s'endormir parce que je ne peux pas tolérer ça, c'est pas dans un milieu d'éducation. Dans un local de classe, c'est possible aussi de circuler. Alors, au lieu d'aviser un élève puis que ça le gêne devant les autres élèves, au lieu de lui dire « Alexandre, tu dors », ben, on peut juste aller passer proche de lui, puis, je sais pas moi, agiter les doigts sur le coin de son bureau, puis soudainement, oups, il a compris, il sent qu'on s'approche, ben, il va réagir. C'est sûr que si je donnais, mettons, parce qu'un jour ça se fera, on donnera une petite conférence en PNL éventuellement, ben c'est sûr que c'est pas la meilleure idée d'intervenir auprès d'une personne qui est là pour lui dire hey, monsieur avec la chemise mauve, là, vous n'avez pas l'air intéressé, allez-vous-en chez vous. Ça se ferait pas. C'est là qu'il faut user de petites stratégies, un peu d'humour, changer le débit. Changer le volume ou l'intonation. Ça peut être efficace. S'il y a un groupe d'élèves que je veux ramener après un petit travail d'équipe ou une petite discussion en grand groupe, puis que le sujet les enflamme et les anime beaucoup, puis là, ben, hey, ils veulent passer un commentaire ici et là, ben, des fois, je m'organise pour vraiment baisser la voix, puis parler de moins en moins fort, un petit moment. Puis là, ben, il y en a d'autres qui vont dire chut. Et il t'arrive parfois d'avoir des prises de parole en public où ça n'a pas marché, où tu ne t'es pas senti à l'aise, et puis arrive la fin, là, et puis voilà, tu te retrouves dans les loges. Comment est-ce que tu fais pour gérer justement ce moment où tu as été insatisfaite de la prestation que tu as faite? Ou alors satisfaite de cette prestation? Ouais. Pas satisfaite, oui, ça arrive. Puis, je m'aperçois que ma perception a tendance à changer par rapport à ce que j'ai déjà vécu auparavant. Auparavant, une chose qui n'avait pas fonctionné dans ce que j'avais pu dire, je la réentendais en boucle. Et je m'imaginais que les gens retenaient que ça. Pour m'apercevoir que les gens, après, ben oui, puis à travers tout le reste, ça n'avait pas été si remarqué que ça. Quand c'est maintenant, ben, si ça se produit, ben, ok, ben, je peux pas rattraper le passé, je me centre sur les meilleurs coups. J'arrête de m'en faire avec ça. Parce que moi-même, quand j'étais étudiante au secondaire, à l'université, au collège, quand je vais à des conférences ou je vais à des spectacles, il m'arrive d'entendre les gens qui sont là devant en faire des réussis, puis des moins réussis. Puis quand je quitte cet endroit-là, est-ce que je vais me rappeler uniquement de cette phrase-là ou je vais pas plutôt prendre l'ensemble? Puis souvent même, je vais préférer aussi retenir une ou des phrases que j'ai trouvées vraiment percutantes. Puis c'est celles-là que je prends en note dans mes petits carnets quand je vais assister à des conférences, et non pas celles qui ont pu être échappées. Puis celles qui sont échappées un petit peu tout croche, ben, c'est pas celles-là que je prends en note dans mon carnet. Je suis pas venue pour ça. Puis c'est excusable parce que je remarque aussi que souvent les gens qui donnent des conférences comme ça aussi vont eux aussi utiliser l'humour pour se sortir d'une situation qui a été moins réussie. Puis on sort de là en se disant mais c'est correct. Et pour les choses qui ont été super positives, comment est-ce que tu les ajoutes pour avoir encore plus confiance en toi, pour pouvoir préparer les autres interventions? Comment est-ce que tu travailles avec ça? Des
fois, je me dis que je devrais les écrire ou les enregistrer. Tu sais, ça aurait dû être enregistré, que tu as le franc, c'était bon. Des fois, je dis à mes élèves, hey, je viens de dire ça. Là. Les élèves eux-mêmes disent, ah, c'était donc bien clair, il y a eu tout un résumé de certaines parties de matière. Ah, puis telle idée aussi, c'était brillant, c'était le fun. Puis des fois, je dis, mais y a-t-il quelqu'un qui a enregistré ça, tu sais, partage. Autre chose, fait? Autre chose. Parce que je bois tes paroles, là. Ah ouais. Puis ça, tu fais de l'hypnose qui est fabuleuse. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter justement sur tout ce qui est prise de parole en public, au vu de ton expérience, de tout ce que tu as vécu, des bons et des moins bons moments? Dans mes moins bons moments, je dirais que puis ça va peut-être transparaître dans ce que tu enregistres. Moi, ce que je constate, c'est que j'aime ça parler, on le sait, je le sais moi aussi. Ça va m'arriver de parler longuement. Et ce que je veux travailler à l'heure actuelle, c'est savoir dire la même chose, plus efficacement, en un petit peu moins de mots. Beau challenge. Oui, c'est un beau challenge, comme tu dis. Ouais, ça fait que ça, ben, je vais travailler là-dessus. Parfait, je te remercie beaucoup d'avoir fait cette interview. C'est un plaisir. J'ai beaucoup de plaisir parce que tu es pétillant, tu es pleine de forme et puis tu rebondis sur plein de choses. Donc merci encore à toi. Merci à toi aussi.